Bonsoir a tous, Arratse Aldon Gustioy, bienvenidos todos. Aujourd'hui même, l'Institut français de Bilbao fête les 10 ans de son installation en ses locaux actuels grâce à la mairie de Bilbao. C'est pour nous une très heureuse coïncidence, bien sûr, que de fêter cet anniversaire par cette rencontre, qui est la raison d'être de notre mission de rapprochement entre nos pays de chaque côté des Pyrénées, autour de la culture et de la langue. C'est aussi, il faut le constater, la pandémie de Covid-19 qui, bien qu'elle n'ait pas changé le succès de nos événements culturels, ni l'adhésion de nos étudiants à nos cours de français, en revanche, la pandémie a beaucoup modifié nos projets festifs de ce 10e anniversaire et le format de cette soirée. Effectivement, nous devions la tenir dans le grand auditorium de l'Azkuna Zentroa, qui nous accueille ce soir au cœur de Bilbao, et c'est finalement de façon uniquement via les réseaux sociaux que nous allons tenir cette rencontre et sans public présentiel. Par ailleurs, un de nos participants, le ministre Yves Cochet, ne pourra finalement pas se joindre à nous. En ce soir de janvier, ici, nous lançons aussi la saison culturelle 2021 de l'Institut français d'Espagne, aux côtés des antennes de l'Institut à Saragosse, Barcelone, Valence, Madrid et Séville. Avec cette Nuit des idées, nous participons également à un rendez-vous culturel global, puisque chaque institut français autour du monde se penche avec nous ce soir sur la thématique proche. À Bilbao, nous avons choisi de rapprocher ce thème de celui de notre saison culturelle, une planète vivante, une planète en direct. Nous aurons un échange d'idées sur comment combiner solidarité, proximité, face aux défis écologiques auxquels la planète est confrontée. Avant que notre modérateur, Javier San Martín, vous présente nos invités, je cède la place à M. Yann Badfort, consul général de France à Bilbao. Je vous remercie. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont présents avec nous ce soir et bonsoir aux internautes qui nous suivent sur YouTube. Merci, cher Édouard, de tes mots d'introduction. Merci également, un merci très chaleureux à Fernando Pérez, le directeur de l'Azkuna Zentroa, et à Barbara Epalsa, qui sont des amis fidèles de la culture française à Bilbao et qui nous accueillent à nouveau pour cette 6e édition de la Nuit des idées. Vous le savez, la Nuit des idées, c'est le tour du monde de la pensée contemporaine sur 24 fuseaux horaires et à l'initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de l'Institut français. Ce soir, pendant que je vous parle, ce sont des centaines d'événements, en tout 200 événements qui ont lieu dans le monde, dans une centaine de pays et suivis par des millions d'internautes. En Espagne, Bilbao organise la Nuit des idées, mais également Séville, Madrid, Saragosse, Barcelone, Valence. Comme l'a rappelé le directeur de l'Institut français de Bilbao, Édouard Mayoral, c'est un événement global. Alors, pourquoi un débat d'idées? Parce que nous sommes dans un monde pressé, hyper connecté, et que parfois, il faut juste prendre le temps de ralentir et d'échanger avec les autres. Je souhaite la bienvenue donc à Catherine Larère, philosophe et professeure émérite à l'université de la Sorbonne, qui est avec nous depuis Paris, et à nos panélistes ici, à Stella Garcia Ardiles, à Iñaki Barceta et à notre modérateur Javier San Martín. Voilà, je laisse la parole à nos panélistes et je vous remercie. Bueno, creo que me toca dar entonces la bienvenida a todos y a todas en castellano a esta noche de la... Soyez tous les bienvenus à cette nuit des idées.
Je reprends le propos d'Édouard, du consul, parce que je pense que cette idée, elle est très intéressante et il faut la rappeler, de parler de proximité pour confronter les challenges que notre planète a en ces moments. Notamment dans ces moments où, sans doute, du point de vue de l'information, tous ces concepts font la une des nouvelles et occupent énormément d'espace dans les médias. Nuit décidée, on parle de planète vivante et planète en direct. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici ce soir. Voilà, un échange d'idées, fruit d'une idée justement de Laurence Fabio. Il y a quelques années déjà, mais je pense qu'on aurait même dû avoir cette idée plus tôt, parce qu'on a commencé en 2016 seulement. Et donc, comme vous le savez, si vous n'êtes pas de Bilbao, à Bilbao, on a cette réputation d'exagérer, on exagère toujours. Et je vais vous fournir quelques chiffres pour que vous puissiez donc un peu saisir l'importance de cet événement. Donc, plus de 100 000 personnes dans 100 villes de 65 pays ont suivi la dernière édition de cette nuit de CIDE et on espère aujourd'hui ensuite aller au-delà de ces chiffres et c'est la 4e fois qu'on va le fêter ici à Bilbao. Donc l'idée ici est de changer, de partager des idées. C'est bien pourquoi nous avons une série de conférenciers qui sont ici avec moi et Madame Larère par Internet. Donc, pour votre information, si vous nous suivez, on va ouvrir un petit débat, sorte comme si c'était une émission radio en direct. Chaque intervenant aura 10 minutes pour présenter ses idées et ensuite, on va lancer un petit débat. Nous avons préparé quelques questions, mais si vous avez des questions à nous transmettre, veuillez le faire. Si vous êtes pour, contre, pour réfléchir, pour partager des commentaires dans les chats, vous pouvez le faire. Et sans plus, on lance avec donc l'événement avec Iñaki Barcenas, qui est un chercheur à l'Université du Pays Basque. Il a aussi une carrière internationale. Il a travaillé dans des universités internationales à Bradford, à Hambourg et à Nevada. Donc, il connaît des différents pays et il connaît des différentes façons d'agir, de travailler, comme Monsieur le Consul a évoqué lors de la présentation. Il est important donc de briser les frontières physiques et du temps. Conectar países, conectar culturas, conectar incluso. C'est important de mettre en contact des différentes disciplines scientifiques, des générations différentes, etc. De quienes nos han precedido y esperemos que quienes nos sucedan aprendan de algo de nosotros, ¿no? Así que, bueno, hay una cosa, eso sí, que dice... Iñaki va nous expliquer sans doute. Moi, je maintiens la schizophrénie d'être prof à la fac du Pays Basque et aussi d'être militant de l'écologie. À tous, je voudrais commencer mon discours avec la langue française. Je l'ai oxydée, mais quelques mots en français, une langue que j'ai appris à l'école et que j'ai surtout utilisée lors de mes excursions dans les Pyrénées. Et je voudrais remercier à Édouard Majoral et Margot Lepelletier et le reste des gens de l'Institut français des Pays Basques de Bilbao pour l'invitation à être ici avec vous dans ce débat qui est si nécessaire, à mon avis, dans ces moments de pandémie mondiale. Et je vais continuer en castellan, la langue de Cervantes et de ma mère aussi. Decía, voy a intentar en estos 10 minutos que... Dans 10 minutes, je vais essayer de partager
ma vision sur comment comprendre la proximité, ce qui est en train de se produire lors de cette crise que nous subissons. On parle de la schizophrénie. Oui, je travaille à l'université du Pays Basque et je suis aussi militant écologiste. Donc, cette première transparence évoque le meilleur sociologue de l'Espagne, Jesús Ibáñez. Confunde la ecología con el ecologismo y no son lo mismo. Dice, nadie confunde la sociología con el socialismo, pero decía que necesariamente el saber poder sobre la naturaleza se... Donc, voilà, il y a l'écologie et les mouvements. C'est là qu'il y a cette divergence, cette schizophrénie. Donc, à mon avis, l'université et la vie ne sont pas si proches que l'on aimerait. On entend très mal, je suis désolée, mais on entend très mal ces messieurs. Ces deux paramètres, la science et l'activisme, le cerveau et les émotions doivent aller de pair. On ne doit pas les séparer, on doit les combiner pour agir et bien saisir cette crise, même si cela parfois implique une certaine schizophrénie. Ensuite, je tiens à dire qu'à mon avis, il ne s'agit pas seulement d'une crise écologique, économique. On est dans une crise à multiples volets de la civilisation. Et nous avons abouti... Ah, merci, on va essayer d'améliorer le micro. Parce que le son, il était assez mauvais. Donc, voilà. 50% Nous avons consommé la plupart du gaz et du pétrole qu'il y avait dans la Terre, et ça va être un problème. Et on voit aussi que le capitalisme mondial a abouti déjà de seuils qui exigent une réaction. On assiste à une crise écologique et on le voit avec le changement climatique, mais aussi par la situation qui s'est produite lors de l'invasion de ce écosystème. Donc, ceci est une réponse à ce non-respect de la biodiversité. Mais il y a aussi une crise de soins alimentaires qui se voit dans le féminicide qui s'est produit dans tous les pays de la planète à l'encontre de femmes. Il y a une crise sociale, une crise déclenchée par la xénophobie, par les migrations. Depuis plus de 30 ans, les institutions internationales disent que le développement durable, comme on dit en français, était la combinaison bien équilibrée entre la nature, l'économie et la société. Mais cet équilibre n'existe pas. On voit un géant économique qui déplace constamment les intérêts sociaux et les écosystèmes et les met de côté. Donc, normalement, je montre cette BD. Là, on voit Ronald Reagan avec Margaret Thatcher et Ronald Schroeder, qui essaye de ramer avec le navire de la croissance, mais vers où? Alors, il y a une écologiste militante qui dit, mais on va où avec ces navires? Donc, voilà ma question, la question que je lance. Et ensuite, troisième idée que je tiens à souligner, ici on parle de proximité. Le monde est de plus en plus étroit d'un point de vue du territoire grâce aux nouvelles technologies, à la mondialisation, que local et global, c'est inséparable comme idée. Donc, en 1970, aux États-Unis, nous avons dit « Think globally, act locally ». Donc, il faut penser au niveau local et agir globalement. Ensuite, à Rio, on a complètement changé d'approche. Et lors du débat sur le développement durable, le mouvement écologiste dans le monde entier savait qu'il fallait agir et penser en même temps à titre local et mondial. Donc, il y a eu une accélération de la croissance économique, il y a eu des crises économiques qui ont envahi les écosystèmes et cela a amené des effets fort asymétriques. Lors de la pandémie, on
voit comment des gens meurent, notamment les plus âgés. On assiste à un impact non égal entre les classes de la société, notamment les plus dépourvus, en souffrent davantage, ainsi que évidemment les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Maintenant, on voit Google, Facebook, Apple, Microsoft et Amazon qui font le grand business avec ça. Donc, il y a plus d'insécurité sociale et d'autres font un grand business entre-temps. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En tant qu'enseignant à la fac et comme écologiste, environnementaliste, je pense que les initiatives doivent venir du bas, c'est-à-dire à partir des pratiques des communautés, des communes, des municipalités, à partir des syndicats, des groupes féministes, des pensionnaires, donc des gens qui parlent de vraiment créer un système démocratique et qui parlent des mesures de solidarité. Lors de l'année 2020, des milliers d'expériences de solidarité ont vraiment poussé dans les différents quartiers du Pays Basque. Je sais aussi qu'en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays de l'Europe, les gens se sont organisés pour aider à ceux qui avaient besoin d'aide, aux plus dépourvus. Je pense que la solidarité va être la voie à suivre. Moi, j'appartiens à un groupe de cette ville dénommée Espace écosocialiste basque, écosocialiste féministe basque. Et vers la moitié du mois d'avril, on a dit que c'est le moment de l'audace, du courage, d'être courageux, d'être audacieux. Cela veut dire tisser. La question aussi bien du changement climatique que du type de réponse au changement climatique auquel correspond le catastrophisme ou la collapsologie ou l'idée de l'effondrement. Et c'est cette idée que, comme il a été rappelé, nous critiquons, mon mari et moi, dans le livre que nous avons publié en septembre. Alors, en effet, le changement climatique est l'exemple même du phénomène global. Il résulte d'émissions de la présence dans l'atmosphère de gaz à effet de serre qui proviennent de partout sur la planète. Il a des effets qui sont partout sur la planète et qui sont extrêmement divers et différenciés. Et donc, c'est un phénomène global. C'est un phénomène global qui n'est accessible dans cette globalité qu'à des scientifiques. C'est le GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts du climat, qui est tout. Il ne faut pas un scientifique, il faut des centaines, même des milliers de scientifiques sur le monde, sur la planète, puisque le GIEC ne fait pas de recherche nouvelle, il rassemble, il met ensemble des données qui sont envoyées de partout de façon à mesurer, à évaluer, à se projeter dans l'avenir, à regarder les conséquences du changement climatique. Et donc, en plus, nous n'avons connaissance du changement climatique. Les chiffres qui nous sont donnés dans les rapports du GIEC sont des chiffres globaux, ce sont des moyennes, on va nous dire la quantité de gaz à effet de serre de parties par million, on va nous dire des élévations de la température, 1 degré, 2 degrés, donc des moyennes calculées sur le passé, sur ce qui est venu. Donc là encore, ce sont des chiffres globaux qui ne nous disent rien de particulier. Or, ce qu'on peut dire, c'est que tous ces chiffres, ce phénomène global qui se passe sur une planète que nous ne voyons jamais dans sa totalité, ou alors il
faudrait être sur la Lune, ces scientifiques réunis qui nous donnent des connaissances auxquelles nous n'avons pas directement accès, et surtout ces chiffres globaux d'augmentation des températures, de multiplication des phénomènes extrêmes, inondations, incendies, sécheresse, cyclones, tout cela produit un effet d'effroi. Hein. Il y a une menace, tous ces chiffres nous montrent la menace qui pèse sur nous, et ça provoque d'autant plus de l'effroi que quand on regarde les chiffres correspondants de ce qui est fait, hein, est-ce qu'on a réussi à faire baisser la température? Non. Est-ce qu'on a réussi à stopper sa montée? Non. Est-ce qu'on a diminué les émissions, le volume total d'émissions de gaz à effet de serre? Non, avec la pandémie un peu, mais pas beaucoup. Finalement, ça ne va pas faire beaucoup. Donc, si on met en face ces chiffres d'aggravation, d'accélération de la situation, et puis de l'autre côté, le peu qui est fait au niveau global pour essayer de lutter contre ça, il y a de quoi être tout à fait effrayé, et c'est ce que nous disent ceux qui parlent de l'effondrement, qui font de la collapsologie, de la théorie de l'effondrement. C'est dommage que Yves Cochet ne soit pas là parce qu'il en est un des principaux théoriciens, hein, avec quelqu'un comme Pablo Servigne. Et qu'est-ce qu'ils nous disent devant cette situation très, très, très angoissante? Ils nous disent deux choses. Ils nous disent l'effondrement est certain, la civilisation industrielle va vers sa fin. Hein. Yves Cochet, s'il était là, il vous dirait même c'est dans les 10 ans à venir, ou plus dans les 20 ans à venir. Et ils vous disent, bon, la seule chose à faire, c'est d'accepter que c'est ça et de s'y préparer, d'essayer de s'adapter à ce qui nous attend. Et à partir de là, bon, c'est pas très épanouissant, mais au moins, nous sommes débarrassés de l'incertitude. On est sûr que ça va vers le pire. Et à partir de là, les propositions que font des gens comme Yves Cochet ou Pablo Servigne ou d'autres, je parle du domaine français, hein, que je connais mieux, d'autres collapsologues, c'est de dire, arrive le proche. Hein. Ce qu'il faut, c'est, alors c'est surtout Servigne et ses amis qui disent ça, il faut développer l'entraide, hein, il faut s'entraider, et puis, et ça c'est Cochet et Servigne, il faut faire des petites communautés locales, très locales, des petites communautés autosubsistantes, qui produisent leur propre nourriture, et donc, une fois que l'effondrement se sera produit, c'est-à-dire, dit Cochet, qu'on n'aura plus les services de base, on n'aura plus d'eau, on n'aura plus l'État, on n'aura plus rien, eh bien, on vivra dans des petites communautés de biorégions. Donc, il y a d'un côté une globalité qui reste lointaine, hein, il y a l'effondrement qui nous menace, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis, il y a de l'autre côté, ils nous disent, apprenez à vivre ensemble dans le proche. Et moi, ce qui me frappe dans ces conceptions de l'effondrement, c'est que ça a un côté religieux. Ça me fait penser à ce que, dans l'Antiquité, Épicure, puis ses disciples racontaient sur le début des religions. Ils disaient comment est-ce que les religions ont commencé? Eh bien, les populations humaines qui vivaient, il y avait des catastrophes, il y avait des éruptions volcaniques, il y avait des tremblements de terre, il y avait des raz-de-marée, il y avait des inondations, et les gens avaient peur, ils avaient peur de mourir, et sont arrivés des gens qui leur ont dit, ben oui, c'est comme ça arrive, il y a des tremblements de terre, et c'est parce que les dieux ne sont pas contents. Mais si nous faisons ce que nous devons faire, eh bien, il y aura toujours des tremblements de terre, mais au moins, on saura rester ensemble et puis on vous expliquera pourquoi il y a ça. Et si vous faites ce qu'on vous dit, si vous vous réunissez, si vous êtes proches,
eh bien, ça ira mieux. Et les gens, ils avaient peur, ils ont cru. Alors, je ne dis pas que c'est exactement pareil, parce que on n'est plus dans la religion, on est dans la référence à la science, mais de la même façon, il y a un grand récit, hein, il y a l'attente de... Autrefois, on appelait ça l'apocalypse, maintenant, on appelle ça l'effondrement, et puis il y a comment se préparer à un effondrement auquel on ne peut pas échapper. Or, ce que nous donnons à réfléchir, mon mari et moi, dans le pire n'est pas certain, eh bien, bon, c'est de partir de l'idée que le pire n'est pas certain. Il peut y avoir, ça ne veut pas dire qu'il est certain que le pire ne sera pas, mais on ne peut pas, dans le système complexe qui nous caractérise, dans lequel nous nous trouvons et qui est caractérisé par justement l'incertitude, ce qui caractérise la complexité, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, on ne peut pas prévoir le pire. Il peut arriver, mais il y a d'autres possibilités. Et à partir de là, ce qui me paraît important, ce n'est pas de se serrer les uns contre les autres en ayant peur de ce qui risque de nous arriver depuis le ciel et depuis la globalité du climat, c'est de reprendre contact avec le monde où nous sommes. Et le monde où nous sommes, c'est un monde abîmé, hein, on parle de l'Anthropocène comme d'une nouvelle ère, c'est un monde où il y a eu des dégradations écologiques graves, hein, mais ce n'est pas un monde qui court à la catastrophe, d'abord parce qu'il y en a déjà eu des catastrophes, hein, il y en a qui se sont produits il y a longtemps, mais il y en a qui se produisent, mais il y a des catastrophes, il n'y a pas la catastrophe. Donc l'idée, c'est de reprendre connaissance du monde dans lequel nous nous trouvons, avec ses difficultés, mais aussi avec ce qui peut aller, hein, comme on l'a vu dans la pandémie. Hein, il y avait à la fois un phénomène global de diffusion du virus, et puis on est encore là à discuter, et on ne s'est pas remis dans des petits groupes, on est en lien par les visios, on a toujours un état, donc de reprendre ce que nous proposons, c'est le défi du changement climatique, c'est comment vivre localement un changement global sans perdre le lien avec le global. Donc, il ne s'agit pas de se replier sur des petites unités, il s'agit de redécouvrir la terre sur laquelle nous vivons pour maintenir des liens avec le reste de la Terre. C'est le sociologue et philosophe français Bruno Latour qui a posé la question « Où atterrir ?» en disant « Mais il y a le monde dont nous vivons, hein, nous les Occidentaux, nous consommons énormément, il nous faudrait 4 planètes pour arriver à avoir tout ce dont nous avons besoin. Et puis il y a le monde où nous vivons, c'est la Terre, hein, nous sommes des terrestres. Eh bien, dit-il, ce monde, regardons-le, regardons les attachements que nous avons, voyons ce qui est important pour nous et maintenons des liens avec le reste du monde. Donc, bien loin qu'on aille à la catastrophe, si on regarde ce qui se passe, on se rend compte que partout sur la planète, il y a des gens qui changent leur vie, il y a des choses, il y a des gens qui font d'autres types d'agriculture, qui vivent autrement et qui développent les relations de proximité sans se dire que on vit dans un monde qui va s'effondrer. Non, ils font des projets, ils continuent en luttant. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que nous a appris la pandémie, c'est que nous avons énormément besoin des rapports les uns avec les autres. Donc, nous avons besoin de retrouver le contact avec le monde dans lequel nous sommes pour maintenir des contacts avec le reste du monde. Voilà, merci. Gracias, Catherine. Merci, Catherine. Pareil que Iñaki. Ça fait trop court. C'est tellement intéressant que ça fait court, votre intervention. Et je reste avec la partie possible
la partie positive. Estella faisait oui de sa tête. Estella García Aldiles, elle vient de l'Argentine. Je pense que ça se voit dans l'accent. Elle a une maîtrise en histoire, un master en migration internationale. Et elle participe depuis 2014 à EcoBerdeac comme co-porte-parole. On peut l'avouer déjà? Bon, l'Assemblée va se tenir bientôt, donc encore, je ne suis pas co-porte-parole. Mais elle a été candidate aussi au Parlement basque par la région de la Biscaye lors des dernières sélections en Pays basque. Bon, merci d'avoir invité EcoBerdeac à cet événement. Je faisais oui de ma tête parce qu'on a de plus en plus de points en commun avec les gens qui sont ici présents et on partage les mêmes idées. Je pense que cet événement qui consiste à partager, à échanger, c'est vraiment ce qui est à la base pour trouver des solutions en commun. Du point de vue de la politique, mon objectif est de partager avec vous ce soir deux moments. Un premier moment dans lequel je vais évoquer quelques principes de mouvement des écologistes, des Vertes. Et ensuite, j'aimerais faire des propositions pour saisir les chances que nous avons devant nous. Moi, j'étais très motivée par ce que Catherine a dit sur les idées de l'effondrement, de ce qui va se produire, etc. Mais moi, je suis fort optimiste. Je pense qu'encore, nous avons beaucoup de chances entre nos mains, même dans cette situation qui est un peu difficile, catastrophiste. Donc, je pense que, comme Iñaki a évoqué, je tenais à souligner une idée précise. Le mouvement écologiste ou environnementaliste est né dans les années 60, mais nous avons toujours essayé de sauvegarder ce rapport entre le soin de l'environnement et des personnes, des individus qui habitent l'environnement. Donc nous avons toujours mis au cœur les individus qui habitent dans la planète et à l'inverse aussi, la planète elle-même. Donc cela a donné lieu à tous ces mouvements à l'encontre de la pollution anti-nucléaire dans les années 60. Donc voilà l'un des principes des écologistes depuis, pour ce qui est de la vision politique. Ensuite, un autre principe qui va bien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, dans la solidarité, c'est l'idée de la solidarité au-delà des frontières. Donc, c'est une solidarité humaine où les frontières ne sont pas tellement importantes parce que nous sommes face à des défis au niveau de la planète. Donc, on doit trouver des solutions à l'échelle de la planète. Il faut faire en sorte que l'ensemble des individus de la planète puissent y vivre en profitant de ressources de la planète en égalité des chances. Donc, cette idée de la solidarité, à mon avis, et comme vous savez, moi j'étais aussi militante dans le domaine de migration internationale. Donc pour moi, elle est une idée très très poussée que je défends énormément parce que tout ce que nous faisons ici aujourd'hui, cela va avoir un écho, un impact ailleurs, dans un autre point de la planète. Donc les gens qui vont subir davantage les changements climatiques vont être les plus dépourvus. Et pourtant, ils sont ceux qui ont moins vraiment fait pour les changements climatiques, ceux qui sont le moins responsables du changement climatique. Moi, j'aime bien ces deux idées. Ceci a été une source d'inspiration pour aussi évoquer ici Petra Kelly,
qui était la représentante du premier mouvement écologique verte politique, les Allemands, les Verts allemands, où nous avons commencé à parler des solidarités internationales, d'environnement et des individus. Petra parlait de mouvements écologiques et notamment des mouvements politiques qui doivent avoir certaines spécificités comme la coopération, même la tendresse dans le sens vaste du terme qu'elle défend dans beaucoup de ses écrits, ainsi que la patience et la tolérance, pour que ces éléments puissent aider à que les objectifs des mouvements environnementalistes ou politiques vertes puissent être cohérents entre les moyens et les objectifs. Donc, Florent Marseillesi aussi évoque Petra Kelly et dit que la solidarité pour Petra Kelly a toujours été transversale, c'est-à-dire que l'écologisme équivaut à solidarité. Donc, c'est ainsi qu'on arrive à tout le monde. C'est une question transversale, donc, qui concerne l'ensemble des sujets que nous allons donc vivre ou toucher. Donc, avec ces critères à l'esprit, on peut dire que le mouvement politique des Verts défend les êtres humains dans leur ensemble, sans prendre en compte les nations, les religions, le foi, même les classes sociales. Donc, en allant au-delà de tout ça, le mouvement écologiste de Verts donc propose une solution pour l'ensemble des êtres humains. Et ceci est une nouveauté parmi les propositions que nous avons entendues, parce que on pense à l'ensemble de la planète et à l'ensemble des habitants de la planète. Et ceci en contre-proposition ou en contradiction avec d'autres propositions que nous écoutons ces jours dans les médias, dans les discours. Et ce sont les propositions des gens de droite, de l'extrême droite. Ils parlent des frontières, des ressources militaires, des luttes, des confrontations. Et nous, dans notre scénario politique, dans les différentes élections aux pays européens, nous avons pu constater comment les citoyens ont fait que ce qu'on appelle la vague verte soit le frein des partis d'extrême droite. Parce que ce sont les citoyens qui ont voté et qui ont dit, voilà, la vague verte va balayer les propositions ou les idées d'extrême droite. On pourrait parler plus en détail de ce type d'idées, si nous avons ensuite, par après, plus de temps. Avec tout ceci, je tiens simplement à souligner que nous devons être conscients que la croissance illimitée de notre planète, de la consommation illimitée, l'exploitation des ressources sans fin, n'est pas souhaitable et n'est même pas possible, ni possible, ni souhaitable. Donc, c'est bien pourquoi nous, on propose plutôt un développement économique durable, stable et juste. Ensuite, il faut voir comment le faire. Et je vais donc proposer 4 possibilités ou 4 chances pour le faire. Moi, je parle avec une approche, pour commencer, personnelle. Je pense que tout un chacun, on peut trouver des solutions ici qui vont avoir un impact ailleurs. Et qu'est-ce que cela veut dire ailleurs? Ça veut dire dans des pays qui donc se voient plus concernés par notre style de vie. Par exemple, comme Catherine a évoqué, pour sauvegarder le niveau de vie des pays développés, il y a toute une autre partie de l'humanité qui souffre de différentes façons. Donc, c'est un choix personnel qui parle de réduire, comme il a été aussi évoqué ici par Iñaki. Il faut réduire, c'est de faire de tout ce qui est superflu, pas nécessaire, pour que les ressources de la planète
puisse vraiment desservir l'ensemble de cet être humain. Si nous, on gaspille de l'énergie, de l'eau, de matières premières, les ressources qui ne sont pas renouvelables, alors on crée une inégalité dans la planète qui, évidemment, n'est pas durable, n'est pas tenable. Donc, c'est un choix personnel et une action qui commence par nous, par agir nous-mêmes. Ensuite, au niveau local, dans nos villes, dans nos villages, il faut qu'on commence à faire de la consommation au niveau local, production locale. Lors de la crise de 2008 et même maintenant, on voit que la mondialisation ne nous offre pas de réponse. Au contraire, crée plus de problèmes. Donc, il faut changer de style de vie et ça, on peut le faire au niveau des quartiers, au niveau de communautés, promouvoir la consommation responsable, promouvoir des actions communautaires pour que les ressources dont nous avons besoin soient aussi dans le main de la communauté, sans répéter ou sans commettre encore le même erreur, c'est-à-dire laisser des ressources fondamentales pour la vie dans les mains des gros multinationales. Donc, c'est à nous, dans nos quartiers, nos communautés, d'agir. Ensuite, un autre cas de figure ou une autre chance passe par passer en revue certaines questions, comme par exemple le plein emploi et un système d'impôt juste. Et il faut le combiner pour faire en sorte que l'ensemble des individus puissent avoir accès à une vie digne et obtenir les ressources nécessaires pour vivre. C'est de ce point de vue que, tout comme on dit que les ressources de la planète ne sont pas infinies, on voit qu'il n'est pas vraiment possible faire du plein emploi pour tout le monde. Il faut passer en revue cette idée. C'est-à-dire que le plein emploi, il va falloir le redéfinir pour que tout le monde puisse travailler de façon écologique aussi. Au Parlement espagnol, aujourd'hui même, dans les budgets, dans les subventions Next Generation, les aides ou les subventions européennes, grâce à EQUO et à Más País, nous avons inclus une proposition pour commencer à soutenir des sociétés qui visent à réduire le nombre de jours travaillés par semaine. Donc, on commence avec ce type de proposition. Elle va soutenir les sociétés qui veulent tester ce type de nouveaux temps de travail. Donc voilà, on commence avec de petits pas aussi par la voie politique pour offrir des solutions. Et finalement, pour moi, la quatrième chance passe par nos voix. Donc, on tient à améliorer le niveau, les différents modèles de gouvernance à tout niveau, parce qu'il y a des guerres, d'inégalités, et ça, on va améliorer ces situations avec une meilleure gouvernance. Pour nous, pour le Parti verte, on est pour plus d'Union européenne, pour plus des Nations unies, et pour moins des nationalismes pas bien définis ou bien compris. Lorsqu'on parle de nationalisme comme dans le style de la Pologne ou de la Hongrie, ou même comme récemment avec M. Trump. Donc, il faut aller au-delà de ce type de nationalisme qui n'aide pas à l'ensemble des individus et donc viser à une meilleure gouvernance. Et pour clore, avec ma dernière idée, tous les jours, on entend parler de l'incertitude. Comme Catherine a dit, l'avenir est incertain. On ne sait pas, on ne peut pas prévenir l'avenir.
Je pense que l'incertitude veut dire aussi une chance. Notre façon d'agir aujourd'hui va construire notre maison de l'avenir. Donc, si on modifie quelque chose aujourd'hui, cela va créer une vie meilleure à l'avenir. On tient à avoir une normalité durable, c'est-à-dire que notre normalité de tous les jours nous aide à créer une vie durable. J'aimerais conclure avec une phrase de Petra Kelly qui dit que nous-mêmes, nous sommes la meilleure source pour résoudre les problèmes que nous avons créés. Donc, je pense qu'il faut être résolu de se faire avec de la solidarité, de la justice sociale et de l'équité et de la coopération et collaboration. Voilà, avec ceci, je vais conclure. Pareil, ça fait court, vraiment. J'ai toujours envie de vous entendre parler pendant plus de temps, dit Javier. Voilà, nous avons un peu dépassé le temps prévu, donc le débat va être un peu plus court. Donc, on va lancer le débat. On passe immédiatement au débat. Vous avez un chat sur YouTube pour pouvoir donc interagir avec nous. Parce que je pense que la nouvelle nuit décidée ne va pas se passer avant toute une année. La comunicación, pero intentaremos también que intervenga ella. On va aussi essayer de donner la parole à Catherine. Voilà, je commence avec une idée que vous avez évoquée, vous deux. Vous parlez de la schizophrénie. Parce que normalement, on accuse les environnementalistes un peu de schizophrénie, justement, lors de manifestations, parfois avec des affiches en plastique. Voilà, est-ce que cela fait partie de cette schizophrénie dont on parle ou c'est ce manque de cohérence entre ce que le mouvement prône dans la théorie et ce que l'on voit dans la pratique? Moi, je dois dire que lors de nos dernières manifestations, il y avait beaucoup de cartons plutôt que de plastique. Et cela me ramène donc cette image de comment les jeunes prenaient les cartons pour écrire, donc pour les employer comme des affiches. Je pense qu'il y a un élément qui est fondamental, qui est l'éducation. L'éducation pour nous aider à comprendre quelles sont les questions vraiment majeures sur lesquelles il faut se pencher. Et là, je parle de l'éducation formelle et informelle. Éducation qui vient des différentes sources, des groupes écologistes ou des enseignantes de maths à l'école. Donc, je pense que l'éducation transversale avec aussi la contribution des écologistes en prenant en compte la justice sociale, les individus, l'environnement, je pense que cela jetterait beaucoup de lumière donc sur les individus et aussi aiderait, à mon avis, va aider à tisser un lien entre les générations et les idées. Comme tout mouvement social, dit Iñaki, au sein des environnementalistes, il y a des contradictions. On habite dans le premier monde. Il y a beaucoup de communautés, de personnes environnementalistes dans le tiers-monde qui ne se dénomment même pas des écologistes eux-mêmes parce que, et pourtant, ils défendent leur terre, l'eau, etc. Je me souviens, à Hambourg, on fait les pancartes, les affiches avec des draps, pas avec du plastique. Mais il faut octroyer à ça l'importance que cela a vraiment. Le 30, le week-end, au Pays Basque, plus de 50 activités environnementalistes ont été convoquées. Il va y avoir une conférence sur le plastique pour abandonner l'usage du plastique
Et donc, nous sommes conscients que le plastique est du passé. Il faut faire autrement. On est conscient de ça, que le carton ou le papier est largement mieux. Yo creo que ese es el futuro y está claro, pero bueno, pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que... Mais il faut être conscient qu'il faut aller au-delà du plastique et les mouvements sociaux, parfois, ont évidemment des contradictions et il faut les assumer. Et comme Estella, il faut aller au-delà de ça avec l'éducation, justement. Voilà, on est en train de recevoir la première question dans le chat. Donc voilà, on passe la parole à l'audience grâce au chat. Donc, les gens ont voté les propositions des environnementalistes. Mais pourtant, les gilets jaunes sont contre l'augmentation, sont le fruit de la lutte contre l'augmentation de tarifs du pétrole ou de l'essence. Voilà un exemple. C'est pas pareil. La fin du mois et la fin du monde. Et les individus doivent évidemment trouver des ressources. Là, les gens ont pris des décisions parce que cela touchait à leur vie. Il n'y avait pas d'alternative, évidemment. Les gens de faim, c'est qui vraiment te fait vivre ton gagne-pain. Dans les gilets jaunes, demander des propositions. S'ils vont augmenter le prix de l'essence au lieu de diesel, donc on ne va pas pouvoir travailler dans le transport ou dans l'agriculture. Alors, quelle est l'alternative à cette augmentation de prix? Donc, ceci est un exemple clair qu'il faut prendre en compte l'ensemble de l'impact avant de prendre une décision. Parce que sinon, on pousse les gens et c'est soit la dichotomie de soit la fin du monde, soit la fin de votre gagne-pain. Pas d'énergie fossile, mais alors je dois nettement réduire ma qualité de vie. Il faut aider les individus, pas créer davantage de problèmes pour les gens qui n'ont pas plus de problèmes dans leur vie de tous les jours. Catherine, vous avez la parole. No sé si nos escucha ahora mismo. Catherine, vous avez la parole. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous suivez, Catherine? Vous avez la parole. Donc, par Internet, on a une question. Est-ce que les gilets jaunes sont... J'aimerais bien avoir le micro. Je ne l'ai pas. C'est toujours muet. Se te escucha bien, Caterina, adelante. On vous entend. Votre micro, il marche bien. On vous entend. Oui, oui, on vous entend. Si, si, vous pouvez parler. Oui? Oui, oui, oui. Oui, oui, on vous entend. On vous entend, oui? Oui. Je suis désolée, j'ai aucun son, ni avec casque, ni sans casque. Il faudrait le micro est marqué muet. Il faudrait me le donner. Je n'ai rien. Je crois que je peux pas. Sí, pero ella no nos está escuchando. Ella a nosotros no nos escucha. Bueno, pues en lo que... Je suis désolée. Allô? Oui, non, j'ai pas de micro. Oui, oui. Ah, par le téléphone? Ok. Non, j'ai demandé la parole sur les gilets jaunes parce que on croit comprendre généralement que les gilets jaunes refusaient la taxe carbone
parce que effectivement, il disait que la fin du monde ne les concernait pas, mais que la fin du mois les concernait et que le pétrole trop cher, ils n'en voulaient pas. En fait, ce qu'ils ont clairement dit à plusieurs reprises, c'est pas un mouvement uniforme, mais ça clairement, c'est qu'ils étaient tout à fait conscients et tout à fait inquiets et mobilisés par les questions environnementales, mais que c'était une question de justice. C'est la question des inégalités environnementales, du fait qu'ils étaient obligés de se déplacer parce qu'ils habitent loin généralement des endroits de travail, que ça leur faisait des frais beaucoup trop importants, et alors que par ailleurs, pour des gens plus riches, ça posait beaucoup moins de problèmes, et que en plus, il y avait des taxes sur le pétrole, sur l'essence des voitures, mais par exemple, il y avait pas de taxes sur le kérosène pour les avions. Donc, il ne faut pas opposer la question sociale et la question environnementale. C'est la même question. Les Gilets jaunes montrent qu'on souffre à la fois des problèmes sociaux et des problèmes environnementaux, mais il y a un problème de justice, de faire en sorte que les politiques publiques, pour faire face aux questions environnementales, n'aggravent pas les inégalités sociales en frappant plus lourdement les plus vulnérables et les moins résilients, comme les Gilets jaunes. Et donc, de ce point de vue-là, on retrouve aussi la question de comment prendre en considération la réalité, la diversité de la situation, mais il ne s'agit pas d'opposer l'environnemental et social. C'est pour ça que je voulais intervenir, parce qu'il y a très eu souvent une mécompréhension, des contresens sur ce que disaient les Gilets jaunes, et on peut se demander si ça n'arrangeait pas bien certains politiques de dire « oh ben c'est les Gilets jaunes qui ont dit ça, donc on supprime la taxe carbone », mais ce n'était absolument pas la question. No sé si queréis añadir algo. Sí, yo no creo que los chalecos amarillos han sido el movimiento que se ha enfrentado contra las tasas de carbón. El problema está que... Comme Catherine dit, dans cette société, il n'y a pas de justice sociale ni économique, donc c'est alors les plus dépourvus qui se plaignent d'être les payants. Depuis plus de 30 ans, l'Union européenne, avant, je vous ai montré des images. Le commissaire européen de la Commission européenne, de la DG Environnement, était Ripa Di Meana. Et il n'est pas voyagé à Rio parce que l'Union européenne, à l'époque, refusait une taxe carbone. Encore, on n'a pas une taxe à la consommation du carbone. Donc, ce n'est pas les gilets jaunes. J'allais dire, en décembre 2019, au Pays basque français, à Bayonne, il y a eu un mouvement très important entre les Gilets jaunes et les environnementalistes qui se sont mis à travailler ensemble pour donc revendiquer énergie, justice énergétique et travail. Donc, il faut mettre en commun les revendications de la jeunesse, des féministes, des retraités et vertébrer, articuler des discours qui soient non seulement environnementalistes, ouverts, mais justes. On n'essaye pas de séparer, d'écarter, mais de mettre en commun. C'est vrai que ce n'est pas facile toujours de passer de la théorie à la pratique. Il y a des individus qui parlent avant tout, il faut privilégier l'économie. Il y a des gens qui disent non, il faut privilégier surtout l'environnemental ou surtout le féminisme. Non, il ne faut pas marcher en arrière. Donc, il n'y a pas de contradiction secondaire ou importante. Non. Tous les individus, tous les agents sociaux sont importants et la justice, à mon avis, est le plus important. Voilà, Catherine, je pense que vous nous suivez. Por algo que ha comentado. Je tiens à vous faire une question à l'égard de vos propos. À un certain moment,
il faut arriver à avoir des communautés de survie qui vont consommer et produire leurs aliments, l'eau, etc. Donc, ma réflexion est la suivante. Je pense que éventuellement des petites communautés de survie vont être possibles, mais moi, j'imagine pas Bilbao comme une communauté de survie. Je regarde en arrière, je pense à l'Empire romain. Donc, l'État doit protéger la population. Est-ce que ceci ne va pas à l'encontre de ces petites communautés qui ne sont pas liées les unes aux autres et qui vont donc lutter entre elles par l'eau, par les ressources, etc. Voilà la question de messieurs. Tout à fait. Alors, si vous voulez, la proposition de petites communautés de survie, c'est une proposition des collapsologues. Moi, c'est une proposition que je critique, parce qu'effectivement, comme vous, je ne les pense pas possibles. Et d'autre part, ce n'est pas du tout quelque chose dont on a envie, parce que les petites communautés, elles ont beaucoup plus de rapport avec les autres qu'on croit, et elles peuvent devenir conflictuelles. Et l'important, au contraire, on a besoin de l'État, comme vous dites, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de police, on a besoin d'enseignement. Donc, on a besoin de mettre en rapport les différentes façons de vivre dans un pays. Donc, ce n'est pas du tout des petites communautés de survie. Moi, je suis contre les petites communautés de survie indépendantes les unes des autres parce qu'elles sont irréalistes, peu souhaitables, alors qu'on ne peut pas se passer de l'État. On a besoin de contrôler l'État, de lui imposer la justice, de lui imposer la démocratie. Je vous ai entendu qui parlait de démocratie, mais on ne peut pas se passer d'État. On en a besoin. Estela, adelante. Estela, vous avez la parole. Pour ajouter mon idée précédente, moi j'ai parlé aussi de la production à l'échelle locale, à partir de nos régions. Je pense que là, il y a deux éléments à prendre en compte. Consommation et production locale, dans la mesure du possible. Cela va nous rendre plus justes dans l'emploi des ressources et aussi va nous faire plus forts et de cette façon, on va dépendre moins de l'extérieur en matière de ressources premières, par exemple. Comment gérer l'énergie dans notre pays? On est dépendant de ressources fossiles pour avoir l'énergie qui est produite ici et que nous consommons. Donc, si on travaille plutôt au niveau local et cela reste dans les mains des communautés ou des coopératives plutôt que dans les grosses sociétés multinationales, je pense qu'on va mieux résister les crises. Là, je parle de crise économique mondiale, dans ce système qui n'est ni durable ni nous rend heureux. Et cela nous ferait être plus résistants en tant que communauté, pas comme des communautés isolées, parce qu'on dépend les uns des autres, mais en tirant mieux profit des ressources, mieux que l'on fait en ce moment, avec tout ce que cela implique. Nous avons tous, lors de la pandémie, vu les queues des gens qui voulaient ravager les supermarchés pour donc voler le papier toilette, le papier hygiénique. Donc, il n'y a pas trop de contradictions. Qui ose reprendre? On est dans une société de consommation. La consommation est le levier de la croissance illimitée.
l'économie néoclassique remise en question. Je pense que nous sommes tous conscients que même si la planète elle est grande, elle est limitée. Et on parlait que nous avons déjà consommé plus d'un 50% du pétrole de la planète. Et ceci d'après l'Agence internationale de l'énergie, pas d'après les environnementalistes. Ceci est dit par Epson ou Repsol. Donc, lorsqu'on parle des consommations, il faut être conscient que nous avons été appris à vivre dans un système capitaliste où plus tu consommes, plus tu es heureux. Et ça, il faut le remettre en question. Il y a des économistes qui parlent de l'indice du taux de joie humain plutôt que du taux de consommation. Et je pense qu'il faut remettre ça en question. Nous sommes tous conscients que nous avons plus de s'habiller à la maison que ce dont on a besoin. Et évidemment, nous savons tous que pour déplacer quelqu'un qui fait 80 kilos, on n'a pas besoin d'une voiture qui fait 2 tonnes. Donc, je pense qu'il faut être plus raisonnable. Donc, je pense que la consommation depuis la Deuxième Guerre mondiale nous a fait avancer et a rendu heureux à ceux qui ont eu la possibilité de vivre dans les 20-30 années de croissance. Mais ensuite, les générations suivantes vont souffrir parce que ces mouvements, cette tendance à la consommation pour le développement n'est pas tenable. Et les villes, bon, Bilbao, c'est pas énorme. La métropole de Bilbao parle d'1 million d'habitants. En exagérant un peu, puisqu'on aime exagérer à Bilbao. Mais je pense qu'on a créé des systèmes de vie où le métabolisme, aussi bien économique, énergétique, social ou alimentaire, sont vraiment intenables, pas durables. Donc, dans les années à venir, il va falloir vivre dans des villes plus petites, en employant mieux la terre. Nous avons un climat assez modéré, nous avons de la chance, nous avons des ressources hydriques. Lorsqu'on parle du local, on parle des éco-hameaux de l'Akabe, des 50 individus qui habitent là-bas dans un amont écologique. Mais ça, c'est un exemple, une expérience. Moi, lorsque je dis local, c'est local à titre du Pays Basque, à titre de la province de la Biscaye, de la Navarre. Donc, on parle de ceux qui sont le province, à ces titres-là, lorsqu'on dit local. Ce n'est pas une petite communauté. L'inventaire de l'écologie sociale, au Schumacher, au Illich, ils sont des théoriciens qui ont parlé de réduire l'échelle et des rapports entre la communauté qui est fondamental. Et l'environnementalisme, à mon avis, a une théorie fort constatée qu'il faut trouver d'autres voies de déboucher parce que la croissance illimitée est une chimère. Catherine, vous avez aussi des propos à partager avec nous? Allez-y. Tout à fait intéressant et tout à fait important. Je voulais dire que les choses sont déjà en train de changer. C'est sûr qu'on va avoir besoin de beaucoup changer, mais si je vois, par exemple, en France, l'agriculture biologique, qui n'est pas seulement une façon de produire sans engrais chimiques, sans produits artificiels, mais qui est aussi un autre mode de relation sociale, qui est une façon que les paysans ont de reprendre en main leur autonomie. Ils ne se bornent plus à recevoir des semences et à rendre les produits. Ils réapprennent à faire de l'agriculture, puis ils s'appuient sur des réseaux locaux. Alors, je suis d'accord avec vous que les réseaux locaux, ce n'est pas du tout quelques kilomètres, ça peut être une région, mais il y a toute une reconversion de l'agriculture qui est en route en France. Par exemple, un département qui n'est pas loin de l'Espagne et du Pays Basque, qui est le Gers, il y a 50% de l'agriculture qui est en agriculture biologique, ce qui est quand même énorme. Alors, le problème, c'est que l'État ne donne pas les subventions qu'il a promis pour aider les paysans à faire le passage de l'agriculture productiviste. Mais c'est en train de changer.
il y a tout ce mouvement qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des AMAP, des mouvements de soutien à l'agriculture paysanne, qui fait qu'il y a des ventes plus directes. Moi, je sais que pendant la pandémie, pendant le premier confinement, on n'a pas terminé la pandémie, mais il y avait même si on est à Paris, il y avait on passait commande et il y avait des paysans qui venaient livrer ce qu'on leur avait commandé. Donc il y a quantité de rapports différents, il y a des formes de consommation différentes qui se développent. Ce qu'on a vu aussi pendant les confinements, c'est ce dont on manque, c'est pas de consommation. Hein, on n'a pas eu le temps de s'acheter des robes et des vêtements, mais quand le confinement s'est terminé le premier, on ne s'est pas précipité forcément dans les magasins pour acheter toutes les robes qu'on n'avait pas pu s'acheter. En fait, ce dont les gens manquent, ce dont on entend parler en France actuellement, c'est il manque d'aller au café et de discuter entre eux, il manque de se rencontrer, d'échanger, il manque de proximité sociale, de rapports sociaux. Donc je crois que vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut regarder dans l'avenir et qu'il faut d'autres modes de consommation et que être seul dans une grosse voiture, c'est complètement idiot. Des SUV dans les villes, c'est aberrant. Mais c'est déjà en train de changer et je crois que c'est ça qui peut donner confiance. Les gens se rendent compte que la consommation, ça ne rend pas forcément heureux et que, je vous dis, ce dont on a besoin, c'est encore plus de relations sociales. Donc, c'est pourquoi on peut trouver du plaisir et du bonheur dans d'autres façons de consommer. On n'a pas besoin, pour être heureux, de dépenser de l'argent pour acheter des choses dont on ne fait rien. Il y a énormément de gaspillage dans la consommation actuelle. On jette une bonne partie de la nourriture. Donc tout ça est absurde. Et moi, c'est ce qui me frappe quand je vois mes enfants, mes petits-enfants. Ils sont en train de changer leur consommation. Et ça, ça fait plaisir, quoi. Ça donne de l'espoir dans ce qui va venir. Voy a enlazar un poco con lo que estábamos comentando, lo que comentaba Catherine. Oui, Catherine parlait des exemples des petits paysans qui sont donc venus ramener donc des produits chez les gens pendant le confinement. Et avec ceci, je passe à une autre idée. Vous avez tous évoqué local, mondial ou global. Et c'est curieux parce qu'on est dans une partie de la planète où nous avons toujours dit qu'on est un petit pays, que le Pays basque, puisqu'on n'est pas très nombreux, on est très très petit comme pays, on n'a pas beaucoup de force face aux grosses nations de la planète. On parle l'euskera même comme une langue en danger, donc de disparition, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'euskarophones, de gens qui parlent basque. Donc, ces actions, les actions des paysans ou d'une municipalité, vous avez évoqué avant, non? On commence au titre de la municipalité à faire des choses différemment. Quel est le poids? Quel est l'impact? Est-ce que cette action petite d'une municipalité dans le Pays basque sert à changer le monde ou ce n'est que quelque chose de curieux qu'on entend dans les nouvelles à la télé? Bon, je pense que ce type d'exemple de villes reconverties, d'anciennes villes minières qui passent à vivre à partir de services, par exemple, exige tout d'abord une transition. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Et si on ne veut pas faire face à des changements dramatiques et pas épuiser toutes les ressources, on est un temps. Et je suis d'accord avec Catherine. Moi aussi, j'ai de l'espoir parce que je pense qu'il y a tous ces nouveaux mouvements de propositions que l'on voit apparaître à partir du niveau local. Je pense que ce type d'exemples et l'ensemble des initiatives à ces titres doivent être soutenus par les États, par les gouvernements. Et on doit être cohérent. Et elle rit. Il faut être cohérent entre ce que l'on dit dans des différents discours politiques et ensuite ce que nous voyons dans la réalité.
On pourrait dire qu'on veut améliorer l'environnement, réduire la vitesse de voitures dans nos villes. Mais si ensuite il y a 2 méga projets pour construire un tunnel sous le fleuve de Bilbao ou élargir avec du béton pour construire une super autoroute, alors il faut un peu passer en revue nos contradictions. Parce qu'on parle d'employer plus de voitures, on n'encourage pas d'autres types de transports en commun alternatifs si on fait des méga autoroutes. Donc je pense que la transition doit profiter de ce type de cas de figure qui sont des exemples d'avant-garde et qui se font de façon intéressante dans différents points de la planète. Et il faut aussi, à partir de l'administration, soutenir ces initiatives et essayer surtout d'être cohérent lors de nos propositions. Oui, on vend plus de 4 que des véhicules électriques encore. Donc voilà la contradiction. Bon, dit Iñaki, on habite dans une société qui n'est pas homogène. Un tiers de la société vit au-delà de ses moyens. Et il y a aussi un tiers qui vit dans ses ressources, dans ses moyens, et il y a un tiers qui n'arrive pas à la fin du mois. Il y a des contradictions dans les Pays basques, mais il y a des contradictions encore plus importantes ailleurs. Nous, on est une société assez bien équilibrée. Je tenais à dire qu'il y a quelques années, il y a 6-7 ans, il y a eu une expérience qui a démarré en Catalogne et qui s'appelle Goyer, avec 10 000 membres, des gens qui achètent de l'énergie renouvelable durable. Ce n'est pas énorme si l'on compare avec Iberdrola, comme EDF, mais c'est un exemple déjà que l'on peut commencer avec des coopératives et consommer de l'énergie différemment. On peut le faire différemment, on peut commencer à le faire différemment. Et comme ça, il y a des milliers d'exemples pour la consommation d'autres choses. Et aussi en matière de mobilité. Hier, au País, dans le journal au País, il disait, voilà, nous vendons l'achat des 4 pour rouler dans les villes. Voilà, les contradictions. La consommation est liée, toutes ces questions de la consommation est liée à un changement qui est nécessaire dans la société. Et je pense que les gens, les jeunes, ils cartonnent. Ils disent, oh, on sait qu'à l'avenir, nos attentes ne peuvent pas être comme les attentes de mes parents qui ont vécu le développement économique. Et ils sont changés d'esprit déjà. Ils sont en rapport différent avec la communauté, avec le quartier, avec la consommation. Donc, ils disent, voilà, voyager en été constamment dans un autre continent pour les vacances, c'est plus tenable d'un point de vue énergétique et environnemental. Je pense qu'il y a énormément d'exemples dans de différentes communautés. Il y a beaucoup de communautés dans le monde entier qui démontrent que le mutualisme et la solidarité sont l'avenir. Les Africains disent, nous ne voulons pas de votre aide. Nous voulons seulement que vous arrêtez de nous serrer le cou. Vous nous étouffez d'un point de vue économique et militaire. Donc arrêtez, ça suffit. Parce que le premier monde, c'est on est le vainqueur, on a les technologies, on détient les moyens, etc. Ça, il va falloir le passer en revue parce qu'on rend la vie de beaucoup de gens intenable, invivable dans le reste de la planète. Catherine, vous voulez intervenir encore? Je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été dit auparavant et la question de la multiplicité d'initiatives, et est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que ça peut avoir un sens beaucoup plus collectif? Je crois qu'il y a une multiplicité
d'initiatives et que la question, c'est le moment de bascule où ces initiatives peuvent se réunir et engager un mouvement plus large. Je vais prendre un exemple toujours sur l'agriculture biologique. Au départ, très souvent, les paysans qui s'engagent dans l'agriculture biologique, ce n'est pas forcément d'ailleurs pour des raisons environnementales, c'est parce qu'ils veulent retrouver leur autonomie, parce qu'ils veulent ne plus être intégrés dans des firmes intégratrices qui leur donnent des ordres et qu'ils ne savent plus finalement faire de l'agriculture. Ils veulent réapprendre à mener leur exploitation. Et donc, à partir de là aussi, ils développent des rapports avec leurs voisins, avec les villes proches. À ce niveau-là, c'est un peu du militantisme individuel, de l'engagement individuel. Mais au bout d'un moment, quand il y en a suffisamment, ça a des effets. Et par exemple, on s'est rendu compte, je parle d'une région à l'est de la France, à la limite entre la Suisse et la France, où les responsables publics de l'eau se sont rendus compte, plus il y a d'agriculture biologique, moins l'eau est polluée. Et donc, ils sont débrouillés pour avoir des crédits et pour, du coup, soutenir les tentatives d'agriculture biologique. À ce moment-là, l'agriculture biologique, c'est plus un engagement militant avec des difficultés. Ça peut devenir intéressant économiquement, une rationalité économique. Et donc, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes à un moment où de nouvelles initiatives se développent, elles sont souvent séparées les unes des autres, mais si on a effectivement des aides, il faut à la fois se passer de l'encadrement de l'État, et puis on a aussi besoin du soutien des pouvoirs publics à différents niveaux, et à ce moment-là, on peut penser que ça va basculer et que d'autres modes de consommation et d'autres modes de production aussi vont exister, et que le vieux monde productiviste, petit à petit, il sera derrière nous. Ce qui me paraît important, c'est que ce qui paraissait autrefois archaïque, de ne pas produire le plus possible, maintenant, cette agriculture productiviste, maintenant on l'a dit traditionnelle, maintenant elle n'est plus du tout innovatrice. Et ce qui est innovateur, ce sont des formes de permaculture, d'agriculture biologique. Donc, ça va du bon côté. Il y a une chose qui est sûre, me semble-t-il, c'est qu'on ne peut pas compter uniquement sur les innovations techniques et sur le marché. Il faut que tous et chacun, nous mettions à consommer autrement, à produire autrement. Ça demande des changements de mode de vie et pas simplement des réaménagements économiques. Bueno, como preveíamos al principio, nos quedamos sin tiempo cuando las cosas son... Bon, comme prévu, lorsque vraiment c'est très chaud, elle est chaude la conversation, on a consommé déjà le temps prévu. Et je reste avec le propos de Catherine et je vous demande une phrase courte pour conclure vos interventions. Et je reste avec le titre du livre de Catherine, « Le pire est incertain ». Pour conclure. Et vous, quelles seraient vos phrases pour conclure? Estella, elle avait déjà une phrase. Je reprends Petra Kelly, je m'excuse, mais pour moi c'est une source d'inspiration toujours. Ne pas être indifférent, c'est le premier pas vers un avenir vert. Iñaki? Jorge Reichmann, écologiste et environnementaliste et philosophe, il dit « Il faut consommer moins pour vivre mieux ». Voilà, avec ces phrases, on va vous laisser. C'est à vous maintenant de réfléchir. Donc voilà, je pense que nous avons satisfait notre objectif, échanger des idées entre des pays
entre des disciplines différentes, entre des générations différentes et entre des cultures différentes. Bon, j'espère que, voilà, vous allez pouvoir suivre, si vous voulez, le passé en revue sur YouTube, pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment faire du monde un lieu meilleur. Voilà, on a en plus, dû à la pandémie, 1 heure pour conclure. Et donc, je pense que sans doute, il y a ce couvre-feu et on doit conclure. Et espérons que la prochaine fois, on va se voir directement nos visages sans masque. Merci, à la prochaine.